Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie des Sciences. Aujourd'hui, on va parler de la lumière et des spectres lumineux et ça correspond au programme de niveau seconde générale et technologique. Allez, c'est parti. On va commencer avec un peu de vocabulaire à propos des différentes lumières. La première chose, c'est que on parle de lumière monochromatique lorsqu'elles sont composées que d'une seule couleur qui n'est pas décomposée par un prisme. Attention, la propriété pas décomposée par un prisme est capitale. On peut avoir des lampes colorées qui émettent une lumière colorée et qui sont décomposées par un prisme. Et dans ce cas-là, on tombe sur le deuxième cas, que sont les lumières polychromatiques. Toute lumière décomposée par un prisme, qu'elle soit blanche, ça c'est le cas le plus classique, mais également des lumières colorées, à partir du moment où elles se décomposent par un prisme en plusieurs couleurs, c'est une lumière dite polychromatique. Autre élément de vocabulaire, et cette fois-ci à propos des spectres, on parle de spectre d'émission lorsqu'on voit la décomposition de la lumière émise par un corps, et on parle de spectre d'absorption lorsque la décomposition est vue après avoir traversé un corps. On reverra ça dans quelques diapos. Mais d'ici là, gardez bien en tête ces mots de vocabulaire, ils seront importants pour comprendre la suite de ce cours. On va maintenant parler de la loi de Snell-Descartes, qui est une loi très importante pour comprendre le trajet de la lumière. Alors cette loi, elle nous dit que quand on a un changement de milieu pour la lumière, qu'elle passe d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2, elle va d'une part se réfléchir et d'autre part se réfracter. C'est ce qui est indiqué sur le schéma que vous voyez actuellement. Et on a une formule qui nous dit que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2, avec N2 l'indice du milieu 2 et N1 l'indice du milieu 1. I1 étant l'angle d'incidence, I2 l'angle de réfraction. Alors pourquoi, vous allez me dire c'est une question légitime, pourquoi dans le titre il y a loi de Snell-Descartes sans S et dans la formule je mets un S? Tout simplement parce que des lois de Snell-Descartes, il y en a deux. Mais l'ensemble de ces deux lois donne la formule qui est indiquée tout en bas. Alors la première loi nous dit tout simplement que la lumière reste dans un même plan. Dans son intitulé exact, elle nous dit que le rayon réfléchi et le rayon incident sont dans le même plan d'incidence, donc ça veut bien dire que la lumière reste dans le même plan. Et la seconde loi de Descartes définit le trajet des rayons lumineux, donc c'est-à-dire le trajet du rayon réfracté avec la formule et le trajet du rayon réfléchi en disant simplement qu'il est symétrique au rayon incident par rapport à la normale. Donc la normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à la séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. Et cette droite doit passer par le point d'incidence pour qu'elle puisse être considérée comme étant la normale. Pour terminer sur la loi de Snell-Descartes, ce qui est vraiment important de connaître, c'est la formule ainsi que le schéma pour pouvoir l'appliquer dans des exercices ou dans des problèmes. Dans la partie sur la lumière, on parle souvent de radiation et de longueur d'onde. Alors, il faut savoir qu'une radiation, on peut considérer que c'est un petit peu l'onde en elle-même pour une couleur bien donnée. Donc cette radiation, on va lui associer une longueur d'onde, on va préciser dans le vide, et on va la noter lambda. Alors, il faut savoir que le domaine du visible, donc ce qu'est capable de voir l'œil humain, se situe entre environ 400 nanomètres et 800 nanomètres. Alors ces valeurs vont dépendre des individus. On va avoir des individus qui vont pouvoir voir davantage que cette plage de longueur d'onde. C'est ce qu'on va appeler des tétrachromates. Alors ça, je peux rien vous montrer parce que les écrans d'ordinateur ne sont pas conçus pour montrer plus que les couleurs du visible. En revanche, il y a également le problème des daltoniens qui eux voient moins de couleurs. Alors concernant le daltonisme, ça limite en fait la plage du domaine du visible et on a quelques exemples sur cette diapo. Alors
je vais pas donner toutes les formes de daltonisme, sinon je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs formes de daltonisme. En fait, certaines longueurs d'onde ne pourront pas être captées par l'œil des personnes qui ont du daltonisme. Et la conséquence, c'est que la perception des couleurs sera changée, comme vous pouvez le voir sur la diapo actuellement présentée. La diapo suivante nous permet de voir si on est daltonien ou pas. Tout simplement, si vous voyez 57, 42, 45, puis rien, c'est-à-dire que votre vision est normale. Si vous voyez autre chose, c'est que vous avez une forme de daltonisme. Alors, sur la diapo, il n'y a que 2 formes spécifiées, mais il y a beaucoup plus de formes de daltonisme que ça. Encore une fois, pour rentrer dans le détail, il faudrait faire une vidéo complète sur le sujet. Mais pour le chapitre qui nous intéresse, il faut juste bien retenir que la plage du visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres, et que certaines personnes voient différemment, et ne voient pas forcément toutes les radiations entre 400 et 800. Certains voient plus, certains voient moins. Alors pour l'instant, on n'a parlé que de la lumière de façon générale. On va maintenant se rapprocher petit à petit de la notion de spectre en parlant de décomposition de la lumière. Alors, on va partir du principe que on va considérer des lumières polychromatiques pour pouvoir la décomposer. Parce que décomposer une lumière monochromatique, ça marche pas. Donc, à partir du moment où on a une lumière émise par une source qui est composée de plusieurs radiations monochromatiques, on va pouvoir décomposer cette lumière à l'aide d'un réseau ou d'un prisme. On peut également utiliser des capteurs et un ordinateur pour avoir cet effet-là, ça marche aussi. Et on va obtenir ce qu'on appelle un spectre qui va révéler les différentes radiations monochromatiques qui composent cette lumière polychromatique. Par exemple, avec la lumière blanche, on obtient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en parlant d'arc-en-ciel, les petites gouttes d'eau qui génèrent des arcs-en-ciel, ça joue le rôle d'un prisme. Et qu'est-ce qu'un prisme? Bien, c'est tout simplement un milieu dit dispersif, c'est-à-dire un milieu dans lequel l'indice de réfraction, vous vous souvenez les indices qu'on a parlé avec la loi de Descartes, c'est les mêmes, et bien ces indices-là, ils vont varier en fonction de la longueur d'onde. Si ces indices varient en fonction de la longueur d'onde, le milieu va être dit dispersif et va donc permettre de décomposer une lumière polychromatique en différentes radiations et donc faire apparaître un arc-en-ciel quand on parle d'une lumière blanche. Maintenant, ce qu'on sait ce qu'est la lumière et qu'on sait comment obtenir un spectre, on va voir les différents types de spectres. Le premier, c'est le spectre continu d'émission. Alors ça, c'est un spectre qui est continu, ça veut dire qu'il n'a pas de trou dedans, il n'y a pas de raie noire, il a des couleurs tout du long. Donc si on prend par exemple un corps qu'on chauffe très fortement, il va finir par devenir très lumineux. Prendre l'exemple du soleil ou d'une lampe ou d'un métal qu'on pourrait chauffer, et si on le chauffe suffisamment, il va émettre un spectre similaire à celui de la lumière blanche. Alors bien entendu, quand je dis émettre un spectre, c'est le corps en lui-même émet une lumière blanche, mais on décompose cette lumière en un spectre. Vous avez ici des différents exemples en fonction de la température du genre de spectre qu'on peut obtenir. Alors, exemple, plus c'est chaud, plus on a le spectre entier. Et plus c'est froid, plus c'est rouge. Attention, faites très attention à ça. On aurait tendance à dire que quand on se rapproche du bleu, c'est froid, mais avec la lumière, c'est l'inverse. Plus on va vers le bleu, vers le violet, plus c'est chaud. Et j'ajouterais même que plus on va chauffer un corps, plus le maximum d'intensité pour l'émission de la lumière se situera proche du violet. Moins il est chaud, plus ça sera vers le rouge. Donc, et on pourrait même penser, pour le retenir, vous chauffez un métal, il va commencer par être rouge, puis il va passer au jaune, ensuite au blanc, où là il y aura vraiment toutes les couleurs. Donc quelque part c'est logique si on pense au métal qu'on pourrait chauffer. On va maintenant passer au spectre suivant, c'est-à-dire les spectres de raies. Alors là, ce sont des spectres qui ne sont composés que de certaines radiations très précises. Donc ça, pour les obtenir, il va falloir exciter un gaz sous pression et il va émettre
de la lumière qui ne sera composée que de certaines raies bien précises. On peut concevoir comme ça des lampes avec du mercure ou du cadmium, comme c'est montré dans l'exemple, où on obtiendrait donc les deux spectres qui sont sur la diapo, avec vraiment ces radiations caractéristiques. On parle de radiations caractéristiques parce que connaître les radiations qu'on obtient permet de déterminer quel gaz les a émises. C'est vraiment une propriété du gaz qu'on étudie. On le voit donc sur les spectres d'émission, mais également sur les spectres d'absorption. Si une lumière traverse un gaz, ce gaz va absorber certaines radiations, et ça sera également caractéristique de ce gaz. Alors, précision, quand je parle de gaz dans ce chapitre, on ne va considérer que des gaz composés d'ions ou d'atomes. Les gaz composés de molécules ne réagissent pas du tout pareil, donc on ne les prend pas en compte. Alors les deux spectres, le spectre d'émission et le spectre d'absorption, se ressemblent puisqu'il y a une propriété, c'est que pour une même entité chimique, on va avoir des raies caractéristiques qui vont se retrouver sur les deux spectres. C'est-à-dire que dans le spectre d'émission, le gaz va émettre certaines raies, et quand on passe dans le spectre d'absorption, ce même gaz va absorber les mêmes raies. Et ça se voit de façon très claire sur l'image que vous avez sur la diapo actuellement à l'écran. On a vraiment, pour le mercure par exemple, une absorption de la radiation à 407 nanomètres, à 434, à 546, à 577 et à 579 nanomètres. Et quand on émet une lumière à l'aide d'une lampe à mercure, on va émettre que les radiations que je viens de citer. Et même chose avec le cadmium, et même chose avec n'importe quel atome ou ion. Donc c'est vraiment une propriété importante puisque ça peut nous permettre de déterminer la composition chimique de l'atmosphère de planètes ou d'étoiles qui se situent très loin de nous. Donc c'est pas anodin. Et d'ailleurs ça va être l'objet de cette diapo. Au niveau des étoiles et des spectres, donc il faut savoir que les étoiles fonctionnent un peu comme le filament d'une lampe. Une étoile, je vous apprends pas qu'elle est très chaude et que du coup elle émet de la lumière. Donc on a déjà la propriété au niveau de la température, suivant que la lumière est plus ou moins rouge, plus ou moins blanche et vire plus ou moins vers le bleu, on peut déterminer la température d'une étoile. Et on pourra également déterminer la composition chimique de l'atmosphère de l'étoile à l'aide des spectres lumineux, puisque les composants de l'atmosphère de l'étoile vont absorber plus ou moins de radiation suivant leur nature. Cette dernière propriété est également valable pour analyser l'atmosphère de planètes, puisqu'on va procéder exactement de la même façon, mais en observant de la lumière qui aurait traversé l'atmosphère d'une planète lointaine. Quand on observe la lumière et qu'on observe les spectres, on obtient quelque chose comme ça. Alors ça, c'est de la lumière émise par le soleil observée sur Terre, où on peut repérer les différents éléments qui auraient absorbé la lumière, et à l'aide des connaissances qu'on a actuellement, on peut déterminer si c'est terrestre ou plutôt solaire. Tout simplement parce que l'atmosphère de la Terre, on la connaît, donc c'est facile d'éliminer les éléments qui nous intéressent pas. Et du coup, à chaque fois qu'on a une raie noire en dehors de celles qui correspondent aux éléments de l'atmosphère terrestre, on peut savoir que ça correspond à l'atmosphère de l'étoile qu'on observe, et en l'occurrence ici le Soleil. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur la lumière et les spectres lumineux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt à l'Académie des Sciences.